bonjour et merci pour cet entretien. Je m'appelle Yelena Aparak. Je suis actuellement le chair rapporteur du groupe de travail des Nations Unies sur l'usage des mercenaires et lié aux activités de société militaire et de sécurité privée. Je suis docteur en droit avec mon travail de recherche qui porte principalement sur la responsabilité des entreprises dans le cadre des conflits armés, ce qu'on appelle communément Business and Human Rights in Armed Conflict, qui est un peu la nouvelle branche de ce travail de recherche et dans le cadre des Nations Unies sur le business et les droits de l'homme. Et je porte beaucoup de recherches sur les questions de droits humains, droit international humanitaire, droit international pénal et surtout la responsabilité des entreprises, notamment pour les crimes internationaux. Le groupe de travail sur l'utilisation des mercenaires est mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et porte le mandat de monitorer, d'observer les violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires partout dans le monde, notamment en lien avec les questions des mercenaires, les activités liées à un mercenariat et les activités des sociétés militaires et de sécurité privée. Pour effectuer notre mandat, nous avons des outils qui nous sont mis à disposition, notamment on peut répondre par le moyen de ce qu'on appelle les communications, c'est-à-dire que les victimes ou les groupes de victimes, les représentants des victimes ou toute autre personne qui a des informations sur les éventuelles allégations des abus de droits de l'homme ou de droit international humanitaire pour nous signaler la situation et on peut adresser les différents acteurs sur ces questions-là et les demander de répondre à ces allégations. Par là, je veux dire en particulier qu'on a le mandat de s'adresser aux États et les demander de nous répondre sur les violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires par ces moyens de communication, en tant que les acteurs de droit international. Mais nous sommes aussi les seuls au niveau international, dans le cadre de procédures spéciales, qui peuvent adresser les acteurs non étatiques, que ce soit les groupes armés non étatiques ou les entreprises. Et nous, en tant que le groupe de travail sur les mercenaires, puisqu'on a le mandat sur les sociétés militaires et de sécurité privée, nous adressons aussi les communications aux entreprises qu'on soupçonne, dont on a des informations, qu'ils ont commis éventuellement les violations des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires. Et c'est très important, puisque c'est la seule base de, entre guillemets, jurisprudence, qui n'est pas une vraie jurisprudence dans le vrai sens du mot, sur la responsabilité des entreprises adressées au niveau international. Et c'est très important, notamment parce qu'on est actuellement en absence de véritable jurisprudence, que ce soit au niveau national ou international. On a aussi un autre moyen pour effectuer notre mandat, ça sont des rapports thématiques, et on fait 2 rapports thématiques par an, un qu'on présente au Conseil des droits de l'homme dans la session de septembre, et l'autre qu'on présente à l'Assemblée générale des Nations Unies, en général en octobre chaque année. Cette année, on présente un rapport sur le rôle des sociétés militaires et de sécurité privée dans le cadre de l'action humanitaire au Conseil des droits de l'homme en septembre. Et à l'Assemblée générale, on va présenter le rapport en octobre cette année, 2021, sur la question des cyber mercenaries, à savoir si les mercenaires, les acteurs qui opèrent dans le cadre de cyber security peuvent être qualifiés de mercenaires au sens traditionnel dont on entend de mercenariat. Et auparavant, ces dernières années, on a présenté plusieurs rapports, notamment sur la relation des sociétés militaires et de sécurité privée dans le cadre de l'industrie extractive, en tant que l'un des principaux clients aujourd'hui des SMP. On a également travaillé sur le rôle des SMP dans le cadre de protection des frontières, de gestion des frontières et la détention des migrants. On a travaillé également sur la question de genre dans le cadre des activités des sociétés militaires privées, que ce soit la discrimination contre les femmes dans l'emploi, dans le recrutement des femmes dans cette industrie qui est principalement dominée par les hommes.
ou que ce soit la question de violation sexuelle, violence basée sur le genre en lien avec les activités des SMP. On a également un autre outil pour effectuer notre mandat qui est la visite de terrain. Nous sommes mandatés de faire 2 visites par an, ce qui n'est pas beaucoup, notamment lorsqu'on s'aperçoit que les activités des différents acteurs qui tombent sur notre mandat, que ce soit les mercenaires, les combattants étrangers qu'on a traités au passé aussi, ou les sociétés militaires de sécurité privée, on constate l'augmentation de leurs activités dans les différents pays du monde, dans les conflits, mais aussi dans le cadre de paix. Et on regrette qu'on n'a pas beaucoup de possibilités d'effectuer les visites de terrain, ce qui nous permet aussi d'avoir une meilleure vision sur le contexte actuel, le cadre des activités et comprendre leurs liens contractuels ou non contractuels avec les différents acteurs sur le terrain. Mais notre dernière visite que nous avons effectuée, c'était en Suisse en 2019, il me semble. Depuis aussi, le Covid-19 nous a un peu empêché d'effectuer la visite de terrain. Les activités des SMP ne sont pas autant que telles prises en compte par le droit international humanitaire, puisque leur expansion, leur apparition et leur expansion a eu lieu bien après l'adoption des conventions de Genève et des protocoles additionnels. Donc, le droit international humanitaire ne le prend pas en compte autant que tel. Ceci dit, le droit international humanitaire prend en compte les activités de mercenariat et là, lorsque les employés des SMP agissent dans le cadre de conflits armés internationaux, puisque la définition de l'article 47 du protocole additionnel 1 traite que les conflits armés internationaux, lorsque les activités des employés tombent dans ces définitions, ils peuvent être capturés, en quelque sorte, traités par le droit international humanitaire. Indépendamment du statut de mercenariat, lorsque les employés des sociétés militaires et de sécurité privée participent aux hostilités, ils sont quand même liés par le droit qui est applicable, y compris le DIH, que ce soit article 3 dans le cadre des conflits armés non internationaux, éventuellement protocole additionnel 2, ou d'autres règles applicables dans le cadre des conflits armés internationaux, mais aussi par le droit international des droits de l'homme et surtout la législation nationale du pays où ils opèrent. Les sociétés militaires privées sont des sociétés qui prétendent, qui sont de facto, enfin, d'ailleurs, la plupart du temps, les sociétés légitimes qui sont enregistrées autant que les entreprises commerciales dans les pays de leur siège et parfois dans le pays des opérations et qui, autant que telles, sont tout à fait légales, légitimes et reconnues comme un acteur dans les pays d'opération. Néanmoins, lorsqu'ils agissent dans les relations contractuelles, quel que soit le client, que ce soit l'État ou une industrie extractive ou un autre acteur non étatique, ces relations sont également très souvent contractuelles et légales. Là où on constate le problème, c'est le manque de transparence de ces relations contractuelles légales, manque de transparence sur leur enregistrement et l'existence légale, manque de transparence sur leur activité et très souvent le manque d'accès, d'observer, de monitorer leurs activités concrètement sur le terrain, que ce soit parce qu'on est empêché d'aller dans ces contextes-là, c'est les sociétés elles-mêmes qui nous empêchent, qui empêchent les acteurs tels que les défenseurs des droits de l'homme, la société civile, ou
on est empêché de les monitorer parce qu'ils se trouvent souvent dans les contextes qui sont extrêmement dangereux. Donc, par exemple, les conflits armés, les endroits qui sont vraiment loin et difficilement accès, dans les jungles, dans les déserts, loin de tout transport public. Donc, ils opèrent dans une certaine opacité. Et obtenir les informations, même quand ils sont complètement légaux, c'est extrêmement difficile. Et comme on n'a pas l'accès à ces informations et comme il est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe réellement exactement sur le terrain des opérations, il est aussi très difficile d'identifier la personne ou les personnes responsables des activités, notamment lorsque les activités apportent les abus de droits de l'homme, qui est à la direction des personnes qui donnent des commandes, qui donnent des instructions, qui donnent des ordres. Ça, c'est extrêmement difficile à identifier, notamment lorsque ces relations sont aussi intermêlées. Un exemple très concret que nous avons pu constater dans le cadre de relations avec l'industrie extractive, c'est les relations où on peut avoir des sécurités qui sont engagées à l'intérieur de l'entreprise extractive, mais aussi la relation contractuelle externe avec une société de sécurité locale, mais aussi une société militaire ou de sécurité privée de caractère international, la police nationale qui sera la police agent public dans la journée, mais qui va se transformer en agent privé, agent de sécurité privée qui va garder le site extractif, par exemple. C'est différentes relations très, très complexes, manque de clarté, manque de transparence et manque d'identification des personnes qui peuvent vraiment être tenues pour responsables lorsqu'il y a des violations graves de droits de l'homme ou de droits internationaux humanitaires. Actuellement, il y a un groupe de travail intergouvernemental qui est mandaté de discuter, de réfléchir sur éventuels traités ou un cadre juridique qui peut réglementer les activités de ces sociétés militaires et de sécurité privée. C'est un processus, on est actuellement en deuxième session et les États sont assez divisés sur les éventuelles possibilités de accountability ou des mécanismes de contrôle et de procès. Ce qui existe actuellement, ce qui est disponible en ce moment, c'est les recours devant les juridictions nationales, que ce soit devant les juridictions civiles ou les juridictions pénales pour la violation de droit international humanitaire, éventuellement pour les crimes internationaux, ou le droit national de ces pays, comme il était le cas des anciens employés de Blackwater devant les juridictions américaines. C'était un procès qui était le procès civil en réparation pour les victimes, mais aussi un procès pénal qui a terminé par le pardon de l'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump. Et nous avons réagi à ce pardon. C'était le seul exemple de cas où on avait vraiment tenu responsable. Le procès a eu lieu jusqu'à la fin et on a reconnu responsable pour le meurtre de premier degré, il me semble, et de droit pénal américain. La Cour internationale pénale peut éventuellement avoir la juridiction sur les employés et sur les directeurs de ces entreprises lorsqu'ils ont commis les crimes qui entrent dans le cadre de la juridiction de la Cour pénale internationale, pas pour le crime de mercenaires puisqu'il n'est pas reconnu devant la CPI, mais lorsqu'ils commettent les crimes internationaux tels qu'ils sont actuellement dans le statut. Et là, il y a plusieurs situations où la Cour pour regarder les activités des employés et les directeurs de ces sociétés militaires privées, qui sont les situations où nous avons réagi avec la Libye ou la République centrafricaine.
Notre dernière communication et notre dernière action publique en forme de communiqué de presse porte sur la situation en République centrafricaine. Nous avons réagi en mars 2021, cette année, puisque nous avons trouvé des informations qui nous semblent préoccupantes et qui tombent dans le cadre de notre mandat, notamment entre les relations de différentes sociétés qui se trouvent en République centrafricaine actuellement, Seva Security, Global Invest et le groupe Wagner qui est assez connu et dont on a déjà traité dans d'autres allégations et d'autres communications de communiqués de presse. Nous avons constaté qu'il y a une certaine interopérabilité entre ces trois entreprises, y compris avec les forces armées de Centrafrique, donc les forces FACA, mais aussi, ce qui nous paraissait très inquiétant aussi, c'est l'interopérabilité de certaines sociétés militaires et de sécurité privée avec la mission de maintien de la paix actuellement présente en Centrafrique. Les constatations qu'on a pu soulever, c'est aussi les différentes violations des droits de l'homme, notamment violation du droit à la vie, l'accès à la santé, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, l'interdiction de l'exécution extrajudiciaire, donc les violations qui sont quand même assez graves. Et dans ce cadre de situations extrêmement préoccupantes en République centrafricaine, nous avons demandé les différents acteurs que nous avons identifiés de nous répondre aux allégations qu'on a pu soulever dans ce contexte-là. Il y a plusieurs voies pour s'engager dans la promotion et la protection des droits humains, des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Ce qui me semble très important, c'est d'abord l'apprentissage, mais pas uniquement par les études, mais surtout par le terrain et par la pratique. Lorsqu'on est dans le milieu international, la pratique est vraiment très importante et partir sous le terrain qui peut être compris au sens très local, près de chez soi, en travaillant avec les associations, organisations civiles, aider les migrants et des réfugiés, les demandeurs d'asile, les femmes en détresse, c'est déjà considéré comme une pratique et c'est une expérience très, très riche. Et cette expérience peut même apporter plus que 2, 3, 4 masters, doctorats. Donc, la pratique est vraiment très, très importante lorsqu'on veut travailler au niveau international. Mais ça ne veut pas dire que les études ne comptent pas et la recherche est également importante. Donc, on a aussi le moyen de faire des recherches et de continuer par le monde académique scientifique qui est aussi importante et on se rend compte quand on fait des appels à contribution pour nos rapports thématiques annuels. On a aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des sujets très, très spécifiques. Ils ont une compétence très, très spécifique, une expertise très pointue. Et ça peut nous apporter beaucoup dans le travail des rapports thématiques. C'est le monde qui est extrêmement compétitif lorsqu'on travaille au niveau international, mais il faut persévérer, il faut essayer, et il faut vraiment donner un maximum de soi. C'est aussi un monde très enrichissant et on a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions et beaucoup de retours lorsqu'on travaille dans le domaine des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires, que ce soit au niveau de policiers, avec les institutions, avec les organisations humanitaires sur le terrain ou les acteurs des droits de l'homme, les avocats qui aussi portent un rôle extrêmement important de protection des personnes vulnérables dans le besoin. Je peux que souhaiter de bonnes choses.